Caspar David Friedrich, ce nom ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde. Et pourtant, son art, lui, est sans doute très familier. C'est un de ces peintres dont l'œuvre a tellement imprégné notre culture visuelle qu'elle est devenue, iconique, tout simplement. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble à la découverte de l'homme et de l'histoire qui se cache derrière ces paysages si silencieux et si puissants. Le voilà, c'est sans doute le tableau le plus célèbre de toute l'époque romantique. Un homme, vu de dos, qui contemple un panorama de montagnes perçant une mer de brouillard. C'est une image qui respire la solitude, la grandeur, le mystère, vraiment une image comme suspendue hors du temps. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette toile nous captive encore autant, plus de 2 siècles après ? Qu'est-ce que Friedrich a bien pu réussir à peindre que personne n'avait fait avant lui ? C'est ça la question qui va nous guider. Allez, on commence notre exploration. Alors, pour commencer, il faut bien comprendre une chose. Caspar David Friedrich, ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment la figure la plus influente de la peinture romantique allemande. Et attention, ce n'était pas juste un paysagiste, non, son ambition allait bien au-delà de ça. Ce qu'il cherchait, lui, c'était à peindre l'âme. Et ça, c'est la clé pour tout comprendre. Friedrich ne voulait pas simplement copier une belle vue, faire une jolie carte postale. Pas du tout. Pour lui, chaque paysage était une tentative de faire le lien entre ce qu'il voyait à l'extérieur, la nature, immense, parfois même terrifiante, et ce qu'il ressentait, lui, à l'intérieur. C'est un dialogue, en fait. Un dialogue entre l'homme et l'infini. Et cet état intérieur, cet état d'âme, il faut dire qu'il a été profondément façonné par le deuil. Pour vraiment saisir la mélancolie, la profondeur de ces toiles, on est obligé de s'arrêter sur les drames qui ont jalonné son enfance et sa jeunesse. En l'espace d'à peine 10 ans, son enfance est marquée par une série de tragédies. Il faut imaginer le choc. À seulement 7 ans, il perd sa mère. Quelques années plus tard, son frère se noie en essayant de le sauver d'un lac gelé, un drame qui va le hanter absolument toute sa vie. Et puis, une autre sœur qui décède. Forcément, la mort et la nature, souvent hostiles, deviennent les 2 thèmes centraux qui vont nourrir toute son œuvre. Toutes ces tragédies personnelles vont trouver un écho dans le grand mouvement philosophique et artistique de son temps, le romantisme. C'est ce mouvement qui va lui donner, en quelque sorte, le langage pour exprimer ce monde intérieur si tourmenté. Et cette citation de Friedrich lui-même, c'est la clé de tout. C'est une véritable déclaration d'intention. L'art n'est plus une simple imitation du monde, mais une projection de l'esprit. Le paysage devient une sorte d'autoportrait spirituel. Le concept au cœur de cette démarche, c'est celui du sublime. C'est ce sentiment qu'on peut éprouver face à une tempête, au sommet d'une montagne ou devant un océan déchaîné. Un mélange de terreur et en même temps d'émerveillement. On se sent tout petit, écrasé, mais on a aussi l'impression de toucher à quelque chose qui nous dépasse, à l'infini. Et il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Pour les penseurs romantiques allemands, la nature était littéralement le vêtement visible de Dieu. Du coup, contempler un paysage, ce n'était pas juste une activité de loisir, c'était un acte profondément spirituel, une véritable quête religieuse. Alors voyons maintenant comment Friedrich a fusionné son deuil personnel et cette philosophie pour créer une forme d'art complètement nouvelle. C'est là qu'on comprend pourquoi son œuvre est si singulière. D'ailleurs, cette phrase du sculpteur français David d'Angers, qui a visité l'atelier de Friedrich, est une des descriptions les plus justes de son art. Avant Friedrich, le paysage, c'était souvent juste décoratif. Avec lui, il devient le théâtre des drames de l'existence humaine. Prenez ce tableau, Le moine au bord de la mer. Pour l'époque, c'est d'une audace folle. Les 2/3 de la toile sont un ciel menaçant et vide. En bas, une bande de mer sombre et une minuscule silhouette. C'est une représentation pure de la solitude et de l'insignifiance de l'homme face à l'immensité. Le succès a été tel que le roi de Prusse l'a acheté immédiatement. Ou encore la mer de glace. Ce n'est pas juste un paysage arctique, c'est une vision de la mort. On y voit les restes d'un navire, qui s'appelait l'Espoir, broyé par les glaces. C'est une métaphore vraiment puissante de la fragilité de l'existence humaine face à une nature qui n'a ni pitié ni conscience. Pour bien lire ces œuvres, il faut en connaître le langage, parce que rien n'est laissé au hasard. Les montagnes escarpées, ça symbolise la foi, ce chemin qu'il faut gravir. Les sapins, toujours verts, représentent l'espoir et la vie éternelle. Les navires, c'est le parcours de la vie. Et ce brouillard omniprésent, c'est le mystère divin, l'inconnu qui nous entoure. On arrive maintenant au dernier chapitre de la vie de Friedrich et à son incroyable retour en grâce bien après sa mort. Parce que si célèbre qu'il ait pu être, sa carrière a connu un déclin assez tragique. Après avoir connu la gloire, la fin de sa vie, c'est une lente descente. Le goût du public change, le romantisme passe de mode.
Friedrich tombe malade, puis est paralysé suite à une attaque cérébrale. Il meurt en 1840 dans la pauvreté et une quasi-indifférence générale. Son œuvre va tomber dans l'oubli pendant près d'un siècle. Et c'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. Des décennies plus tard, l'écrivain Samuel Beckett, lors d'un voyage en Allemagne, découvre ce tableau, deux hommes contemplant la Lune. Il confirmera lui-même que cette image d'attente silencieuse face au vide fut la source d'inspiration directe pour son chef-d'œuvre de l'absurde, En attendant Godot. Friedrich, le peintre du silence, a inspiré le dramaturge de l'attente. C'est incroyable. Finalement, la boucle est bouclée. Friedrich nous a appris à ne pas seulement regarder un paysage, mais à nous y regarder. Il nous a montré que la nature pouvait être un miroir de nos peurs, de nos espoirs, de notre quête de sens. Alors, la prochaine fois qu'on se trouve face à une de ces toiles, la question reste entière. Contemple-t-on le monde ou se contemple-t-on soi-même ?